Parce qu'en fait, c'est un problème qui est tellement fréquent. Il y a une personne sur 4 qui a de réels troubles du sommeil. C'est une réalité, les médecins, ils ont 2 heures de formation dans tout leur cursus sur le sommeil. Une de mes meilleures amies qui me dit « Ah non, mais de toute façon, c'est normal de se réveiller toutes les nuits. » Je lui dis « Pardon ?» Dans l'inconscient collectif, t'as l'impression que quand tu dors, t'es un feignant. Tu peux fonctionner comme ça, tu peux te tirer sur la corde et à un moment donné... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1% de plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémence, aka Bien dans mon plumard, sur Instagram, qui est du coup psychologue et spécialiste du sommeil. Mais je vais laisser directement te présenter. Eh bien, merci de m'accueillir et merci de me tendre ton micro. Donc effectivement, je suis Clémence, j'ai 34 ans, je suis psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc effectivement, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai lancé mon compte Instagram. Pour la petite anecdote, à la base, je ne savais pas du tout comment l'appeler. Okay. J'étais en train de me triturer le cerveau et j'aime toujours bien apporter une petite pointe d'humour dans mes accompagnements, dans ma communication. Je me suis dit, je vais dire bien dans mon plumard et puis après, si ça change, ça change. Et en fait, je pense que ça marque un peu les esprits parce que j'ai toujours pas changé. Et effectivement, je suis plus connue sous ce nom-là, ce qui me convient très bien. Donc voilà. Et même ton accompagnement d'ailleurs, Marmotte Academy. Oui, voilà, c'est ça. Il y a la Marmotte Academy, ça c'est la formation pour les professionnels. Puis il y a le Marmotte Club, ça c'est mon accompagnement de groupe. Ouais, effectivement. C'est génial. Voilà. Ça marque, comme tu dis, les esprits et c'est comme ça que ça vend. Donc, c'est ça, c'est exactement. Et puis je pense que ça parle de dire dormir comme une marmotte. Oui. C'est tout de suite vachement plus sexy que dormir comme un bébé, même si dormir comme un bébé est une expression. Enfin, pour les parents qui nous écoutent, je pense que c'est pas très vendeur de dire dormir comme un bébé. C'est ça. Et du coup, toi, tu t'es spécialisée dans le sommeil des adultes. Oui. Parce que du coup, t'as dû voir que sommeil des enfants, sommeil des adultes, c'était pas du tout la même chose. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu spécialiser pour les adultes ? Eh bien, en fait, moi, j'ai travaillé d'abord, j'ai une carrière de 10 ans en milieu hospitalier. En tant que psychologue ? Ouais, voilà, c'est ça, en tant que psychologue. J'ai d'abord commencé à travailler en oncologie, en soins palliatifs, donc rien à voir. Et puis, j'ai changé de service. Enfin, tu sais, moi, je suis très, très curieuse. Okay. J'ai vraiment besoin de me former continuellement. J'ai besoin de me stimuler, etc. Ouais, on va s'entendre sur ça. Ouais, c'est clair, ouais. Et donc, voilà, donc en fait, j'ai découvert plein de services et j'ai changé plusieurs fois de service aussi. Et en fait, dans le service de pneumologie dans lequel j'ai atterri parce que ça m'attirait, il y avait le laboratoire du sommeil. Okay. Et j'ai été très curieuse parce qu'en fait, ça dépend un peu d'un hôpital à l'autre. Dans certains hôpitaux, le laboratoire du sommeil est en neurologie, d'autres en psychiatrie. Et chez nous, il était en pneumologie. Et j'ai été très curieuse. J'aimais bien zioter sur l'ordinateur de mes collègues pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient à lire ces ondes bizarres là. Et en fait, mon chef de service avait bien compris que s'il voulait me garder, il avait intérêt à me nourrir et à me former. Ce qu'il a fait, il a bien fait. Et en fait, là, j'ai ouvert un peu une boîte de Pandore, si tu veux. Parce qu'en fait, le sommeil, c'est génial parce que c'est illimité. Là, tu vois, je suis hyper curieuse, j'ai tout le temps envie d'apprendre. Je me suis formée vraiment au sommeil spécifiquement en 2018-2019. Okay. Mais en 2025, je me suis toujours pas lassée. Ok. Et t'apprends toujours des choses. Ouais, clairement, j'apprends toujours des choses parce qu'il y a encore des choses qu'on apprend. Enfin, tu vois, c'est vraiment illimité, ça touche tous les domaines de la vie. Ça touche tout le monde, ça concerne tout le monde. Et donc, je vais dire, je suis un peu arrivée là par hasard. J'ai ouvert une porte, j'ai vu de la lumière, je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait, ce qui fait que j'y suis toujours là 7 ans plus tard, c'est qu'en fait, je me suis toujours pas lassée. Et ça, vraiment, quand on me connaît, c'est un exploit. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, donc tu t'es renseignée pour toi-même, mais qu'est-ce qui fait que tu as passé le cap d'accompagner les gens ? Parce qu'en fait, c'est un problème qui est tellement fréquent. Mais tellement fréquent. Qu'on sous-estime beaucoup. Mais qu'on sous-estime. En fait, même j'accompagne des gens, mais même moi, je vois mon travail de manière beaucoup plus globale que ça. Je sensibilise aussi beaucoup, tu vois. Sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on fait en premier. Et encore, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a écrit en me disant « Mais tu sais que rien qu'avec tes conseils gratuits, tu m'as déjà énormément aidé. » Moi, ça, c'est bingo, quoi, tu vois. Et donc, en fait... Ça rencontre un peu ma curiosité intellectuelle et mon envie, ma nécessité d'aider les autres, tu vois. Si j'étais juste curieuse et puis je sais pas moi, qu'on me proposait de vendre des armes, clairement ça m'attirait vachement moins, tu vois. Mais clairement il y a la culture d'aider l'autre qui est super importante et là je pense que c'est vraiment le match parfait, quoi. Voilà. Ok, du coup... T'as déjà testé le sommeil des enfants ou pas du tout ? Alors non, c'est vrai, pas du tout. Déjà, moi, j'ai pas d'enfants. Ouais. Tu te sens peut-être moins concernée, du coup. Je me sens moins concernée. Enfin, j'ai beaucoup d'accompagnantes sommeil des enfants dans mon entourage pro. Et voilà, elles, c'est clair que le déclic qu'elles ont eu, c'était quand elles sont devenues mamans. Et je comprends tout à fait. Moi, déjà, j'ai pas d'enfants. Après... Je pense qu'on peut aider les gens avec des enfants, même si on n'a pas d'enfants, voilà. Mais voilà, moi en tout cas c'est pas ça qui m'attire. Et en fait, il y a quand même plus d'accompagnants de sommeil pour les enfants que pour les adultes. En fait, pour les adultes, il y a un néant. Il y a
un boulevard, il y a un truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à former les professionnels de la santé et du bien-être. On me disait, t'es folle, tu formes tes concurrents. Mais je dis, mais attendez, on est combien de francophones dans le monde ? Bah oui. Il y a du marché. Hein. Voilà, il y a une personne sur 4 qui a de réels troubles du sommeil. Mais en fait, moi, j'ai pas le temps d'aider tout le monde. Bah oui. C'est pas possible. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit plus nombreux, quoi. Et pourquoi, selon toi, les troubles du sommeil chez l'adulte est si banalisé, en tout cas pas mis... Enfin, il n'y a pas assez d'intérêt qui est porté dessus, alors que, tu vois, le sommeil des enfants, je pense qu'il y a beaucoup de choses parce qu'on sait que c'est une réelle souffrance, et pour l'enfant, et pour les parents, etc. Mais sommeil des adultes, c'est comme si c'était un peu normal, en fait, de mal dormir ou d'avoir des troubles du sommeil. Ouais, ce que tu dis est très juste, et c'est un grand drame. Je pense qu'il y a plein d'hypothèses. Je pense que déjà, il y a un phénomène sociétal où, quand on est parent, c'est quand même plus facile et plus de ta responsabilité de t'occuper du sommeil de ton enfant que de t'occuper de toi-même. En fait, s'occuper de soi-même, c'est très difficile. Franchement, pour toute personne qui a déjà imaginé aller voir un psy, même prendre en charge son alimentation, c'est une vraie responsabilisation. C'est un challenge, quoi. C'est un challenge, ça te trigger. Enfin voilà, ça mobilise des choses en toi. Et tout. Exactement, ça vient mobiliser des choses en toi. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Ensuite, il y a un réel constat, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Même dans les professionnels, un médecin, il va vite fait en parler, mais en fait, il se sent très vite démuni. Et donc, et c'est une réalité, les médecins, moi j'en ai plusieurs comme patients, des médecins, ils ont 2 heures de formation dans tout leur cursus sur le sommeil. Donc en fait, oui, ok, ils vont peut-être poser des questions, tiens, vous dormez bien, vous dormez pas bien, mais après, ils sont vite à court d'arguments ou à court de solutions, à part les médicaments, et on sait très bien que les médicaments, c'est pas une solution. Voilà. Donc en fait, il y a un peu un néant comme ça, un no man's land, j'ai envie de dire, et ce qui rend dramatique, et encore merci du coup de m'inviter sur ton podcast et d'en parler, parce qu'il y a énormément de personnes du coup qui ont des troubles du sommeil et qui se sentent seules, qui se sentent vraiment isolées, et qui ça renforce ce sentiment de j'ai un problème. Mais surtout, je pense que c'est ce que j'en parlais dans le podcast juste avant avec Pauline qui est spécialisée dans le biohacking, c'est qu'on disait en fait les gens ont la sensation que c'est une fatalité. Tu vois, j'ai des problèmes du sommeil, tant pis, je vais vivre avec. C'est fou. Et mais tu sais que j'ai constaté, je crois que ça faisait 1 an et demi, presque 2 ans que j'avais lancé mon compte Instagram. J'avais quand même toutes mes bonnes amies qui me suivaient quand même au minimum. Et une de mes meilleures amies qui me dit « Ah non, mais de toute façon, c'est normal de se réveiller toutes les nuits. » Je dis « Pardon ?» Ben oui, c'est normal de se réveiller pour aller aux toilettes et tout. Je dis « Ben non, c'est pas normal de se réveiller pour aller aux toilettes. Encore moins à ton âge, à la limite si tu as des problèmes de vessie, d'accord, mais sinon non, c'est pas normal de se réveiller toutes les nuits, quoi. Surtout si tu en as conscience, tu vois. On peut avoir des micro-réveils pendant la nuit, mais techniquement tu n'en as pas conscience, tu vois. Tu dois pas te dire ah oui, là je suis réveillée, je sens bien que je suis réveillée, tu vois. Mais oui, c'est vrai que c'est banalisé, et à la fois les personnes qui en souffrent vraiment, c'est de dire ok, j'ai un problème, parce que quand elles en parlent à des personnes qui dorment bien, on leur répond t'as qu'à fermer les yeux, quand même, c'est normal contre de les dormir. moutons. Ça contre les moutons, c'est logique. C'est normal de dormir. Comment ça se fait que tu dors pas? En fait, il y a des vrais troubles du sommeil. On est vraiment différents. Moi, je sais que mon chéri, par exemple, c'est un gros dormeur. Vraiment, il s'endort en 2 secondes. Si je le réveille le matin, il peut se rendormir en 1 minute. Enfin, voilà, c'est vraiment... Voilà. Moi, beaucoup plus compliqué. Moi, si tu me réveilles, je mets 2 heures avant de dormir. Et encore, j'ai l'impression que depuis que je suis à mon compte, comme j'ai plus de maîtrise sur mon mode de vie, sur tout ce que je fais de ma journée, j'arrive à mieux moduler la chose et à avoir une meilleure hygiène de vie, un meilleur sommeil, etc. Mais c'est vrai qu'avant, une chaussette tombe par terre, je me réveille. Enfin, j'avais vraiment un sommeil tellement léger que vraiment, un rien pouvait me réveiller. Maintenant, moins. Mais c'est fou parce que du coup, je vois les différences avec mon chéri qui dort, mais vraiment... comme une tombe, vraiment c'est fou. Il pourrait y avoir le feu dans la maison, il ne se réveillerait pas. Et moi, complètement différent, alors que je ne considère pas avoir des troubles du sommeil dans la mesure où, surtout maintenant, j'arrive à moduler, etc. Mais c'est vrai qu'on est vraiment très différents. Et je rebondis tout à l'heure, tu parlais du fait de sensibiliser, d'éduquer, etc. Et je le dis dans tous mes podcasts, mais c'est hyper important d'avoir ce rôle un petit peu de prise de conscience. Et moi, ce dont j'ai envie avec la marque, et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais aussi, c'est de rendre le sujet du sommeil moins chiant.
Oui. Dans la mesure où je pense que si les gens ne s'y intéressent pas, et si on le fait toujours passer en second plan et en quelque chose d'optionnel, alors que ça ne l'est pas du tout, c'est parce qu'en fait, les gens trouvent ça chiant, littéralement, tu vois, juste dors, fais la sieste, dors. Oui. Et c'est pas très instagrammable, quoi. C'est ça, c'est pas instagrammable. Tu vas pas te dire, regarde, mais comme tu pourrais dire, regarde mes belles tablettes de chocolat, mais tu peux pas dire, regarde comme j'ai pas de cernes. Bah, c'est ça. Et aussi, de manière sociétale, tu vois, le fait de dormir, c'est pas valorisé. On valorise énormément ceux qui charbonnent. Et moi, la première, je charbonne beaucoup, etc. Mais j'ai conscience que le sommeil, c'est important. Donc, je vais jamais être fière de dire que j'ai dormi 3 heures par nuit. Alors que dans l'inconscient collectif, tu as l'impression que quand tu dors, tu es un feignant, t'es ennuyant. Exactement, c'est ça. Oui, si tu rentres tôt parce que tu es fatigué et que tu as juste envie de respecter ton rythme, mais quoi, qu'est-ce qui se passe Si tu n'as pas envie de boire trop d'alcool pour pas flinguer ton sommeil, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment plus fun? Ouais, c'est problématique. Enfin, je pense que c'est aussi une vision de la santé et du bien-être de manière globale qui peut vraiment pousser au côté néfaste. Le sport à outrance. Là, maintenant, c'est la tendance de la course à pied. Je dis pas, je cours aussi, mais bon, il y en a qui sont payés pour faire les performances sur Strava. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et en fait, c'est ce côté un peu instagrammable, ce côté un peu sexy, comme tu le dis, et que le sommeil, c'est pas sexy. Et que si on peut... Et je suis la première, moi aussi, on a ce point en commun d'avoir 10 000 idées, et d'être très créative, etc. Moi, je rêverais de n'avoir besoin que de 6 heures de sommeil par nuit. J'en rêverais, j'adorerais ça. Mais en fait, c'est pas mon fonctionnement. Et tu peux fonctionner comme ça, tu peux te tirer sur la corde et à un moment donné... Ouais, c'est ça. Ça lâche. Moi aussi, des fois, je dis 24 heures dans une journée, c'est trop peu. Et du coup, tu as tendance à vouloir grappiller un peu sur ton sommeil parce que tu te dis, c'est pas très grave, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'exploiter ma journée au maximum. Sauf qu'après, tu te rends compte que c'est un cercle vicieux, pardon. Tu te décales, tu te redécales jusqu'au moment où tu es épuisé. Exactement. Et après, c'est compliqué. J'ai eu un podcast avec une experte du sommeil aussi. Il y a 5 jours de ça et c'est vrai qu'on se disait que le cercle vicieux du sommeil, c'est hyper compliqué après de retrouver un rythme quand t'as complètement déréglé le tien. Et du coup t'en parlais par rapport à l'alcool, tu vois, le fait de sortir, de faire une soirée, surtout plus on vieillit, plus on a du mal à récupérer. Mais c'est vrai que quand tu te prends une cuite, un truc comme ça le soir, tu te couches hyper tard, le lendemain tu te réveilles pas non plus à 16h pour pas flinguer ta journée, mais du coup tu fais rien, tu te paralyses des journées entières. Et tu t'autoflagelles et tu culpabilises. C'est ça. Non, c'est clair. C'est ça. Et si tu devais me partager 1, 2, 3, je sais pas, comme tu veux, idées reçues sur le sommeil. Il y en a des tas. Alors, je dirais une phrase qu'on entend beaucoup, c'est les heures avant minuit comptent double. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, cet adage, les heures avant minuit comptent double, dans l'idée de, si tu vas dormir à 22h, les heures entre 22h et minuit, là, c'est comme si tu en dormais 4, quoi. Ça encourage le fait d'aller se coucher plus tôt. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, mais si tu es fatigué, va dormir plus tôt. Enfin, si tu veux bien dormir, va dormir plus tôt. Et en fait, ça n'a aucune logique physiologique, parce qu'en fait, ce ne sont pas les heures avant minuit qui comptent double, ce sont les heures avant nuit qui compte double. Donc, c'est les premières heures de la nuit. Parce qu'en fait, c'est pendant ces heures-là qu'on fait plus de sommeil lent profond. Et en fait, pendant le stade de sommeil lent profond, on récupère physiquement. Donc, en fait, c'est toujours le corps qui va récupérer en premier. Et ça, c'est super important. Donc, ça veut dire que si vraiment tu es épuisé physiquement, mais quoi qu'il en soit, la première partie de la nuit, elle va être plus continue, elle va être plus qualitative. Et tu vas moins te réveiller parce que, tu vas faire plus de sommeil profond. Donc, ça, c'est déjà super important. Donc, parce qu'il y a des personnes qui ont des fonctionnements vraiment du soir. Tu vois, les chronotypes vespérales, ce sont des personnes qui ne vont pas réussir à aller dormir même à 23h. Tu vois. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aller dormir à minuit ou 1h du matin. Si, mon Dieu, je vais dormir trop tard, j'ai loupé mon train du sommeil. C'est complètement faux, ça n'a aucune logique physiologique. Le train du sommeil n'existe pas. Donc, il faut vraiment sortir de ces croyances-là parce que ça peut provoquer des troubles du sommeil, en fait. Si j'ai l'habitude, si mon fonctionnement, moi, c'est d'aller dormir à 1h du matin, mais que j'essaye coûte que coûte d'aller dormir à 22h, mais je vais poireauter dans mon lit, et je vais me tourner les pouces et je vais m'énerver. Donc ça peut créer des troubles du sommeil. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, comme idée reçue, oui, c'est ça, c'est que quand j'ai passé une mauvaise nuit, je vais récupérer le matin, tu vois. Je vais récupérer en faisant la grasse mat ou en faisant une sieste ou quoi. Et en fait, c'est la même chose, physiologiquement, ça n'a aucune base parce que, je le comprends psychologiquement parce que je dis, je vais être éclatée la journée, je comprends. Mais en fait, physiologiquement, ton corps, là, en journée, comme on est là toutes les deux, il est en train de se préparer pour la nuit du soir, tu vois, pour
la nuit suivante. Donc en fait, si tu décales ton heure de lever de trop, par rapport à un autre jour, à ton rythme normal, eh bien, tu risques de décaler, en fait, ton heure de coucher. Tu vas tout décaler. Voilà, tu risques de tout décaler. Et donc, en fait, si tu fais la bringue, si tu vas dormir tard, etc., essaye de ne pas trop décaler, en fait, ton heure de lever pour rester dans des horaires plus ou moins stables. Et puis, comme ça, tu dormiras mieux le lendemain soir. Ok. Et justement, tu penses quoi des siestes, du coup ? Alors, les siestes, clairement, ça peut être régénérateur, surtout si on dort bien la nuit et que tu as un petit coup de mou en début d'après-midi ou quoi, tu peux clairement faire une sieste. On va essayer de privilégier les courtes siestes. Oui, 20 minutes. Voilà, c'est ça, 20 minutes. Ça, c'est parfait. Comme ça, tu bascules pas en sommeil profond parce qu'en fait, si tu bascules en sommeil profond, tu risques d'avoir beaucoup plus de mal à émerger. Après, t'es dans le gaz. T'es vraiment dans le gaz, c'est clair. Mais parce que comme son nom l'indique, le sommeil profond, il est plus profond. Donc forcément, t'as plus de mal à émerger. Et c'est là où tu commences à rêver et tout. C'est ça. Et donc, tu peux effectivement commencer à rêver et tout. Donc voilà, on va privilégier une sieste de 20 minutes. En fonction du chronotype de la personne, on va éviter de la faire trop tard l'après-midi pour éviter à nouveau de décaler, comme on l'a dit. En tout cas, auprès de mes patients, ce que j'ai tendance à leur dire, c'est voyez la sieste comme un moyen de recharger les batteries. C'est pas le seul moyen, tu vois. Peut-être que mettre la musique à fond chez toi et danser dans tous les sens, ça va te recharger les batteries. Peut-être qu'appeler ta meilleure amie, ça va te recharger les batteries, tu vois. Peut-être que faire une sieste ou aller promener ton chien. Enfin voilà, c'est plein de manières de recharger les batteries. Alors du coup, si tu as besoin de faire la sieste, ok, mais si ça devient de manière obligatoire, sinon je ne tiens pas, là il y a peut-être quelque chose quand même sur la qualité de la nuit qu'il faut. C'est vrai que moi, pendant un moment, donc plus là depuis un petit moment, mais il fut un temps où j'étais déjà à mon compte. Toutes les après-midi, je devais faire la sieste. Ah oui, tu vois. Et c'était pas des siestes de 20 minutes, c'était des siestes de 2 heures. Ah waouh, ouais. Et du coup, c'était catastrophique. Je me réveillais tout le temps dans le coltard. Enfin, vraiment, c'était catastrophique. Maintenant, non. Parce qu'effectivement, en fait, maintenant, je suis tellement concentrée dans ce que je fais que soit je ressens pas la fatigue, soit elle n'est plus là, je sais pas. Mais en tout cas, soit c'était quelque chose qui était devenu un peu automatique pour mon corps. Et du coup, même si j'étais pas si fatiguée que ça, je m'allongeais et voilà, c'était un peu comme voilà. Mais du coup, toi, tu estimes que si on ressent de la fatigue, ça veut pas forcément dire qu'on a besoin de dormir ? Non, parce que c'est normal en fait. On a des creux dans la journée. En fait, on peut pas être à 100%, voire à 150% pour les perfectionnistes, toute la journée non-stop de la même manière. On a des creux en après termes manger. d'énergie. Voilà, par exemple, c'est tout à fait normal. Le tout, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je m'écoute déjà ? Est-ce que je fonce tête baissée et que ça va passer ? Et est-ce que je prends déjà des pauses aussi régulièrement ? Parce que prendre des pauses, c'est aussi recharger ses batteries. Voilà, on aime bien cette analogie du smartphone. T'attends pas que ton téléphone il soit à 2% pour le recharger. T'attends qu'il soit à 20% ou à 25%. Et voilà, c'est un peu la même chose avec le corps, clairement. Et après, tu vois, dans ce que tu m'expliques, et on en parlera parce que voilà, ça fait partie des compléments alimentaires aussi, c'est à voir s'il y a des carences, tu vois. Est-ce que en fait, t'habites en Belgique comme moi et qu'on est en plein mois de décembre ou en plein mois de février et que ça fait 6 mois que t'as pas vu la lumière, ta forme la journée peut être légèrement impactée, tu vois, par exemple. Mais oui, effectivement, si t'as carencé en vitamine D, en magnésium, voilà, ça peut avoir des impacts aussi sur ta forme la journée, c'est clair. Ok. Et toi, parmi tes patients, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus sujettes aux insomnies, aux troubles du sommeil ? Est-ce que tu as l'impression que tu as souvent des mêmes catégories de personnes ? Oui. Après, évidemment, moi, je suis un peu biaisée parce que je ne vois que des personnes qui ont des troubles du sommeil. Mais oui, c'est ce qu'on appelle un peu les facteurs prédisposants. Tu vois, il y a des personnes qui ne vont jamais développer de troubles du sommeil. C'est hyper frustrant, mais ça existe. Alors qu'il y a des personnes qui vont avoir un terreau. Moi, j'aime bien cette image de terreau propice, tu vois, de terreau fertile à l'insomnie. C'est l'anxiété, c'est clair, c'est l'anxiété, c'est le perfectionnisme. On retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques dans le burn-out. Et souvent, il peut y avoir aussi un historique familial de troubles du sommeil, tu vois. Moi, ma belle-mère, elle est insomniaque de longue date. Et tu vois bien qu'elle véhicule sans le vouloir, totalement inconsciemment et tout à fait de manière bienveillante. J'adore ma belle-mère. Mais il y a un peu un discours implicite de le sommeil, c'est difficile. Tu vois, le sommeil... ça fait mal, c'est une contrainte, c'est une difficulté. Du coup, la première question le matin, c'est ça va, vous bien dormi ? Non, c'était difficile, j'ai dû prendre un cachet. Tu vois ? Et en fait, voilà, il y a un peu un truc... Du coup, la transmission, tu dirais que c'est plus psychologique que biologique ? Ouais, alors, il y a des hypothèses, il y a des recherches qui se font sur la génétique, etc. Il n'y a pas encore de lien qui a été établi. Donc là, pour le moment, on ne peut statuer que sur la transmission plutôt psychologique, effectivement, éducationnelle, j'ai presque envie de dire,
que biologique. Ouais. Parce que là, Oui, c'est un peu, moi, dans le business, c'est un peu comme les croyances sur l'argent, tu vois. Quand on te dit c'est super dur de gagner de l'argent, ça pousse pas dans les arbres, faut travailler dur et tout, bah, toi, tu vas avoir l'impression que tant que c'est pas dur pour toi, tu gagneras pas d'argent. Donc, ouais, okay. C'est un peu la même chose, tout à fait. Ok. Quels sont les signes précoces des troubles du sommeil avant que ce soit du coup trop tard, s'il y en a qui peuvent être diagnostiqués? Là, j'ai envie de dire, quand il y a des signes, c'est que c'est déjà là. Ouais. En fait, on va parler de temporalité. Avoir des troubles du sommeil passagers quand tu vis une période stressante, une période difficile, un deuil, une séparation, un changement de boulot, un déménagement, c'est normal de mal dormir, ok ? Ça arrive à tout le monde. Le tout, c'est comment est-ce que ça évolue dans le temps. Moi, j'ai une de mes amies là, qui vient de perdre sa maman. Elle me dit « Oh, je vais devoir venir te voir, moi qui dormais si bien, j'ai perdu le sommeil et tout. » Je dis « Écoute, c'est normal. Il va revenir. Voilà, t'es à 15 jours de deuil, c'est tout à fait normal. Ça n'empêche que tu peux quand même mettre en place rapidement des bonnes actions, des bonnes pratiques pour éviter d'aggraver le problème. Mais t'inquiète, et si tu fais ça, ça va rentrer dans l'ordre à un moment donné. Mais par contre, ce qui est interpellant, c'est qu'il y a parfois des personnes qui ont des symptômes depuis longtemps et qui ne les voient pas et qui ne les écoutent pas, comme on ils ont l'impression que c'est normal et qu'il faut vivre avec, quoi. Et c'est quand ils commencent à avoir des conséquences dans d'autres sphères de leur vie que là ils commencent à se dire en fait, est-ce que je dors bien, du style une prise de poids, des conflits relationnels avec les proches, une irritabilité, une perte de confiance en soi, parce qu'en fait le sommeil, ça touche, mais quand on parle de tous les secteurs, ça peut toucher clairement l'estime de soi, parce qu'en fait, si tu es tout le temps crevé, si tu sens que tu n'es pas à 100% de tes capacités, tu n'oseras jamais demander une prime. Bah oui. Tu vois, tu vas jamais postuler pour un poste auquel tu as droit, mais pour lequel tu vas pas te sentir compétente, légitime. Donc en fait, ça touche à tellement... Et là, c'est un levier. Donc en fait, moi, généralement, malheureusement, j'ai des personnes en accompagnement qui ont des troubles du sommeil depuis... des années, 15 ans, 20 ans, 18 ans. Enfin, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et t'arrives à... Parce que souvent, c'est aussi des mauvaises habitudes. Bien sûr, oui. Du coup, est-ce que t'arrives à... C'est dur à changer surtout quand c'est ancré pendant des années. Bien sûr. Et que ça touche le sommeil. Enfin, par exemple, tu vois, je l'ai dit dans le précédent podcast, mais moi, j'ai la fâcheuse habitude du scroll bien sûr. Avant de dormir. Ouais. J'essaye de couper un peu les écrans, de lire, etc. Mais en fait, mon cerveau est en surstimulation. Constamment. Et du coup, c'est vrai que c'est... Alors, autant je suis très disciplinée sur plein de choses. Tu vois, j'ai perdu 10 kilos, l'alimentation et toutes ces choses-là, ça va. Mais c'est vrai que le sommeil, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués. En tout cas, c'est des routines qui sont les plus compliquées Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je suis la première aussi à avoir besoin de me challenger ou quoi. Tu vois, je fonctionne beaucoup aussi comme ça avec mes patients. Et c'est pour ça que je fonctionne vraiment par accompagnement. Et j'insiste vraiment sur ce mot accompagnement. C'est pas juste des consultations tous les 15 jours. C'est un réel accompagnement au quotidien pour dire, OK, moi, je suis là et je suis là aussi pour t'aider à mettre en place des choses. Parce qu'effectivement, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile et c'est super important. Et ce qui est ingrat avec le sommeil, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer. Tu vois, il y a plein de variables, en fait. Tu peux en changer une. En fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ça. Donc il faut les changer tout ensemble. Tu vois, donc c'est un package. Non, parce que sinon, ça peut prendre des années. Oui, c'est clair. Et puis, il faut qu'on voit l'efficacité. Et puis, il faut que ça bouge, en fait. Donc, non, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect comportemental, habitude, etc. Et puis, il y a tout l'aspect psychologique qui en découle avec... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer ? C'est quoi mon blocage là ? Je dis souvent, tiens, quand on commence à mettre des changements en place, on voit comment se comporte la tête, tu vois ? Est-ce qu'elle se soulage en se disant « Ok, c'est bon, ça va, quelqu'un d'autre prend le problème avec moi en main, je peux me relâcher » ou bien est-ce qu'elle commence à lever des boucliers, tu vois, en disant « Non, mais touche pas à mes habitudes, scroller, ça fait partie de mon rituel, etc. » C'est comme ça que parfois, voilà, on doit vraiment déconstruire des rituels ultra rigides. Le soir, par exemple, avec des croyances du style « Si je ne fais pas ça dans tel ordre, ça va être la catastrophe. » Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est passionnant parce que c'est tellement vaste. Et puis comme chaque humain, chaque personne est totalement différente. En fait, toi, un patient égale une histoire, une manière d'accompagner. Enfin, c'est vraiment unique, quoi. Ah oui, c'est la beauté de l'être humain, ça. C'est difficile parce que c'est difficilement prévisible, mais c'est la beauté de la complexité, quoi. Trop bien. Et je devance un peu ta réponse. Je pense que tu vas me dire que ça s'adapte à chacun et aux problématiques de chacun. Mais si tu avais... je sais pas, 1 ou 2 conseils à donner pour faciliter peut-être l'endormissement ou en tout cas réduire un petit peu les troubles du sommeil, même si encore une fois, je le répète, je pense que c'est vraiment
selon les causes, Bien les sûr, problématiques ouais. de chacun. Mais peut-être qu'il y a des conseils un petit peu génériques Ouais. qui peuvent, tu vois, s'appliquer à toute la population, en tout Ouais. cas quasiment tout le monde. Clairement. Alors, déjà, il y a un principe que j'aime vraiment bien expliquer parce que je pense qu'il va à l'encontre de ce que tout le monde fait. Et on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment de considérer que le sommeil, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé dans la journée avant. Ok ? Donc, à partir du moment où tu comprends ça, t'arrêtes de paniquer à partir de 22h. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, En c'est fait, vrai. le sommeil, ça se prépare dès le lever. Ton heure de lever va déjà être une information pertinente pour ta nuit suivante, en fait. Le résultat, c'est vraiment l'équation de toute ta journée. À quelle heure tu t'es levé ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as fait comme activité ? Est-ce que tu t'es exposé à la lumière ? Est-ce que tu étais stressé ou pas ? Est-ce que tu as eu le temps d'accueillir ces émotions ou pas ? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et je dis pas ça pour dire il faut tout contrôler, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis juste que si tu sens que tu as été particulièrement stressé, pense peut-être à contrebalancer. Soit à prendre du temps pour toi, soit à faire du sport, faire du yoga, voilà, faire des choses comme ça. Si tu as été très sédentaire, ne va pas dormir plus tôt. Tu vois, parce que ça n'a pas de logique en fait. Prends le temps pour marcher, voilà, faire des choses. Fais des choses, contrebalance en fait ta sédentarité. Et dans la lignée de ce conseil-là, de ne pas aller dormir, comme on le disait tout à l'heure, à heure fixe, c'est vraiment d'attendre aussi les signaux de sommeil, tu vois. C'est pas, il faut absolument que j'aille dormir maintenant parce que sinon demain je vais être éclatée. C'est, est-ce que je suis suffisamment fatiguée par rapport à la journée que j'ai passée. Exactement. Donc ça, c'est déjà des conseils super importants. Ça, je pense que ça va déjà à l'encontre de ce que la majorité des gens font. Et par rapport à tout ce qui est émotion, justement, il y a une phrase que j'adore répéter, c'est toutes les émotions qui émergent la nuit, elles étaient déjà là le jour. Tu vois, si tu te réveilles à 3h du mat et que tu es en train de te refaire la scène de conflit avec ton boss ou l'engueulade que tu as eue avec ton chéri, c'était déjà là avant, tu vois. Donc en fait, prends le temps en journée ou en soirée d'accueillir ce qui est. De pas refouler, te dire... on planque sous le tapis, hein, généralement, tu vois, on a envie d'avancer, on a envie d'être mais c'est efficace. la nuit que ça ressort. Voilà, et là, hop là, la nuit, ça ressort. Et c'est là que tu as du temps. En fait, tu as du temps. Tu as de l'espace, tu n'as pas de stimulation, sauf si tu reprends ton téléphone pour scroller, mais a priori, tu n'as pas de stimuli. Et donc, c'est un espace vraiment propice à la régulation des émotions. Et c'est génial, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est ça. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. C'est ça. Mais en fait, c'est déjà là et ton corps et ta tête, ils te disent quelque chose. Donc, écoute-le en journée, c'est beaucoup mieux la nuit. Ok. Et justement, ce fameux réveil à 3h du matin, il est très connu. Je sais que moi, pendant un moment, j'avais une amie là, pendant au moins un mois, elle s'est réveillée tous les jours, mais genre à 3h57. Pile. Wow. Genre, à chaque fois qu'elle regardait son téléphone, il était 3h57. Ou voilà, à quelques minutes près, mais vraiment... comment tu expliques Alors, il y a des hypothèses. Je sais qu'en médecine chinoise, il y a des flux d'énergie qui passent à certains moments de la nuit, etc. Alors moi, je suis pas du tout formée à ça. C'est pas trop mon courant de pensée. Moi, je vais plutôt, selon mon prisme à moi, parler de ce que j'appelle de conditionnement, c'est-à-dire de un peu comme ce qu'on vient d'expliquer, c'est un peu une habitude que ton corps a prise en fait. Tu vois, et si ton corps, il a pris l'habitude à 3h57 de se réveiller et qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant, il va se dire rendez-vous demain, même heure, même endroit en fait. Oui, après, puis en plus, il y a un espèce de biais de confirmation où du coup, tu te réveilles, tu te dis, mais voilà, tu vois, encore. Exactement, et du coup, ça se nourrit de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Ok. Ah oui, ça me concerne, tu vois. Comment tu aiderais quelqu'un à débrancher son cerveau le soir, à vraiment te dire, même peu importe la journée, bon, tu viens de dire que ça avait un impact si ta journée était chargée, mais admettons, j'ai une journée très chargée, je sens que ça y est, je suis pleine. Comment je coupe et comment je crée un espèce de temps tampon entre... J'aime bien cette image de temps tampon, moi j'appelle ça sas de décompression. C'est un peu... de se créer, c'est super important. De se créer un moment tampon, un moment de vide. Alors moi, ce que je conseille beaucoup, c'est l'écriture. L'écriture manuscrite. Pas sur le téléphone. Parce que au moins l'écriture manuscrite, ça t'oblige à ralentir en fait. Ça t'oblige à ralentir et à formuler ta pensée et à la formuler d'une majuscule à un point. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment de prendre le temps. C'est vraiment un exercice que je conseille beaucoup quand il y a des ruminations. Tu vois, vraiment les pensées qui tournent en boucle ou quoi. Ça marche aussi quand on a une to-do très chargée, de vider un peu la tête et de prendre ce temps nécessaire. Même 5 minutes, même 10 minutes, dans l'idéal, un quart d'heure, 20 minutes, ce serait génial. Vraiment d'écrire. Comme ça, après ce temps d'écriture, c'est de se dire, ok, là maintenant, c'est à demain. Tu vois ? Et c'est super important d'arriver à se dire ça. Maintenant que j'ai pris le temps pour écrire tout ce qui n'est pas écrit,
tant pis, c'est que c'était pas important. Et généralement, soit on écrit, soit on n'écrit pas, mais on oublie de se dire aussi tant pis, parce que, comme on le disait, le cerveau, il s'habitue. Ouais. Et si il fait popper des trucs pendant la nuit en mode « t'as pensé à envoyer ce mail, t'as pensé à ça ?» Mais si tu l'écoutes, il va continuer. Oui. Donc, c'est important de dire « Non, mais attends, j'ai fait ma to-do, c'est noté dessus. Et si c'est pas noté dessus, c'est que c'était pas important. Ouais. Si tu te demandes à 2h du matin si t'as bien envoyé la pièce jointe, quoi qu'il arrive, personne ne va la recevoir. La conséquence de ça, ce sera quand même le lendemain, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est vraiment un sas de décompression. Et puis après, en fonction du fonctionnement de chacun, tu vois, il y en a qui sont très mentales. Moi, je sais que mes émotions, elles passent par mon corps. Très, très fort. Et donc, si t'es mental, un exercice de visualisation, ça peut être génial. Si t'es plutôt dans le corps, ça peut être du yin yoga, ça peut être de la cohérence cardiaque. Si t'as un peu de temps, c'est génial. Alors, la cohérence cardiaque, ça peut potentiellement durer 3 minutes. Donc, voilà. Et ça, en fait, c'est un game changer. C'est des quick wins, c'est des petites actions, petits moments qui vont avoir des grandes répercussions sur ta nuit. Et puis surtout que, comme tu dis, c'est des choses qui prennent la cohérence à 3 minutes, et puis au pire, même si ça doit prendre 15 minutes, on n'est pas ministre, on a tous, même les ministres ont 15 minutes, je pense, j'espère pour eux, dans leur journée. Mais c'est vrai que tu parlais d'écriture, alors moi j'écris pas, mais je sais que comme je suis en surstimulation constante, j'ai beaucoup de mal à méditer. Je n'arrive pas, tu vois. Moi aussi. Juste fermer les yeux et penser à rien, c'est impossible pour moi. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand je fais du coloriage. Ah oui, tu vois. Oui, tout à fait. Coloriage, tu sais, des mandalas, des carnets de mandalas. Juste, je colorie et en fait, comme tu es obligé de te concentrer un minimum pour bien colorier, pour pas dépasser, voilà. Et c'est vrai que c'est l'activité que j'ai trouvée qui me relaxe et qui m'aide à ne pas être sur mon téléphone, ne pas être sur mon ordinateur et arrêter de penser au travail, parce que en fait, je suis tellement passionnée de business, alors c'est bien, mais je suis tellement passionnée de business, de création d'entreprise, de tout ça, que je suis en constante nos limites. Je vais au resto, j'y pense. En plus, mon chéri est entrepreneur aussi, donc du coup, on en parle. Je vais au resto, j'y pense. Je vais dans un café, je me dis, cette idée, pas mal, le branding, pas mal. Enfin, tout est business, en fait. Tout mon monde tourne autour de ça. Et du coup, c'est vrai que le coloriage, le mandala, c'est vraiment the moment où juste je me concentre pour pas dépasser. C'est tout, c'est ma seule concentration. Et c'est vrai que, du coup, s'il y en a qui ont du mal comme moi à méditer, trouver un truc comme ça. Tout ça, effectivement. Mais c'est pour ça que je pense que la peinture à numéro a boomé aussi là sur ce qu'on faisait quand on était clairement petit. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est super important, parce que un peu comme un fléau, si tu veux, de notre société aussi, cette surstimulation, je la connais bien aussi. Et en fait, si on met pas de limites, si on met pas de balises, ça peut tout contaminer. Et ce qui est extrêmement frustrant, c'est que c'est du positif. Donc, on n'a pas envie de se limiter. Mais c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est la passion, c'est le feu, c'est les idées, c'est la créativité. Et c'est ça aussi que souvent, mais les idées, elles arrivent la nuit. Ah, mais c'est génial la nuit. Moi, j'ai des personnes qui me disent, c'est génial, j'adore presque mes insomnies parce que c'est là que j'ai plein d'idées. Mais je dis, mais c'est génial, mais tes idées, elles étaient déjà là. C'est juste qu'il faut les déplacer, en fait. Parce que sinon, tu risques de te cramer. En fait, c'est juste que t'as pas pris le temps en journée de te poser. Exactement. Et genre juste de débrancher 5 minutes. Et si tu restes dans cette croyance que c'est génial, je dors peu, enfin comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu sexy de dire je dors 3 heures par nuit, mais en fait ce que tu es en train de créer de positif et ce qui t'anime tant va te dégoûter, mais va te dégoûter encore plus vite que si tu dormais bien, enfin parce que je veux dire si t'as rien à côté de ton boulot, moi j'ai 1000 passions, tu vois, je pense qu'il y a une forme d'équilibre à trouver aussi, enfin je suis passée par la case burn-out moi personnellement, donc voilà, donc je me ménage beaucoup et en fait parce que j'ai toujours aimé mon travail, tu vois, c'est vraiment la passion, mais de dire à un moment donné, ça risque de coincer. Et là, de se sentir couper les ailes, c'est hyper frustrant, quoi. Oui, parce qu'en plus, le sommeil, on peut faire l'impasse dessus quelque temps, mais au bout d'un moment, et on s'en rend compte quand, par exemple, moi, dernièrement, j'étais en vacances, mais c'était pas des vacances, c'était un voyage, en vérité. Un voyage, j'étais au Cameroun, et du coup, on a fait plein de choses, etc., plein d'activités, on était en famille et tout. Je manquais de sommeil, parce qu'on se levait très tôt, on profitait de la journée. Le soir, comme j'arrivais pas à travailler la journée, puisqu'on était en sortie, du coup, je dormais super tard, enfin bref, j'accumulais, donc les premiers jours ça va, mais au bout du 4e, 5e jour, je commence à sentir la fatigue, et moi personnellement, quand je manque de fatigue, je deviens aigrie, tu vois, enfin
Je suis de mauvaise humeur. Ouais, clairement. Tout à Je fait. suis aigrie et c'est malgré moi, j'ai beau essayer de faire des efforts, je deviens peut-être un peu plus désagréable, Bien etc. sûr. Et en fait, c'est juste le besoin physiologique qui se fait sentir. Quoi. Oui. C'est au bout d'un moment, tu dois dormir et au bout d'un moment, il faut te dire, non, là, c'est bon, oui, j'ai bien profité, j'ai besoin juste d'une journée où je récupère. Pour mieux savourer même ton voyage. Ouais, c'est Parce ça. qu'au final, t'en viens à te dire, mais attends, je suis en super voyage là, et d'un côté, je suis fatiguée, donc j'en profite pas comme je le voudrais. Et non, c'est une réalité. Et je pense que toute personne qui a déjà mal dormi une nuit ou 2 nuits sait de quoi on parle. Ah oui. Faut pas imaginer quand c'est 5 nuits sur 7, c'est ça. toutes les semaines, pendant des mois, voire des années. Ouais. Des vrais troubles de sommeil, ça gâche c'est sur la l'humeur vie, et c'est sur le corps aussi. Parce qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas. C'est vraiment tous les dérèglements hormonaux, etc., liés au manque de sommeil. Ouais. C'est vraiment impactant. Et encore plus chez les femmes, du coup. Ouais, c'est ça. Encore plus chez les femmes. Tu dirais que les femmes, parce que toi, t'es adulte, t'es pas que les femmes. Les femmes ont plus de troubles du sommeil que les hommes. Oui. En plus de plaintes, c'est clair, de troubles du sommeil. Alors, ce qu'on va observer, c'est que les hommes, ils ont proportionnellement, c'est plutôt les hommes qui ont des maladies du sommeil. Tu vois, donc tout ce qu'on parle de apnée du sommeil, etc., ça va plutôt être les hommes. Et les femmes, elles ont vraiment toutes les plaintes liées à l'insomnie, vraiment la charge mentale. Ok. Et tu dirais que c'est plus souvent la difficulté à s'endormir ou les réveils nocturnes? Alors, j'ai une hypothèse. Alors, là, c'est pas du tout scientifique ce que je vais dire parce que je ne pense pas que ce soit observé comme ça dans la littérature, mais moi, personnellement, dans mes consultations, j'ai plus de réveils nocturnes. Ok. Mon hypothèse là-bas derrière, c'est que les difficultés ont commencé par des difficultés d'endormissement. Pas toujours, mais parfois, ça peut arriver. Et que ça pose pas trop de problèmes. Enfin, c'est moins considéré comme des problèmes de sommeil que de se réveiller en pleine nuit. Et quand ça commence à émerger en pleine nuit, là, on commence à consulter, à en parler. Tu vois on a laissé traîner, en fait, une difficulté à s'endormir. C'est un peu les conséquences de ça. Et on a mis en place des mauvaises habitudes, etc. Et en fait, parce que j'ai parfois des personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je souffre pas d'insomnie parce que je m'endors rapidement. » Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, c'est ça. En fait, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, sur Instagram, je ne parle jamais d'insomnie parce que je me suis rendu compte que c'était un terme qui faisait peur. Oui. Je parle de troubles du sommeil, de mauvais sommeil, de mieux dormir. mais fondamentalement, tout ça, c'est l'insomnie, on est d'accord. Ok. Et rapidement, avant de terminer, tu penses quoi des compléments alimentaires du coup? Parce que toi, tu es dans l'accompagnement. Quelle manière d'accompagner? Est-ce que ça va être, donc on l'a vu par rapport aux routines, etc. Est-ce que tu inclus parfois, tu conseilles parfois des compléments alimentaires? Et si tu les conseilles pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, personnellement, je n'en conseille pas. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est je demande toujours s'il y a des carences ou des choses comme ça, tu vois. Alors, moi, je distingue très fort la supplémentation, en cas de carence, le fer, la ferritine, le magnésium, la vitamine D, c'est super important. Après, malheureusement, il y a des fourre-tout. Tu vois, quand tu vas en pharmacie ou en parapharmacie, tu as des trucs un peu bonne nuit. Oui. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et ça, par contre... généralement, il n'y a que de la mélatonine, d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de mélatonine. Ouais, c'est vrai que la mélatonine, elle a fait un énorme boom les derniers temps, alors que scientifiquement, elle est conseillée dans certains cas bien précis. Oui. D'accord? Donc, la mélatonine, c'est une hormone qu'on sécrète naturellement et que même quand on s'expose aux écrans, parce que c'est beaucoup ça la problématique, même quand on s'expose aux écrans, elle se resécrète après. D'accord? Elle n'est pas supprimée, elle est bloquée. Donc, elle peut se resécréter naturellement. Bien sûr que s'il y a des carences, s'il y a des manques en ferritine, etc., ça peut avoir vraiment des conséquences sur la qualité de la nuit. Et ça, il faut. C'est super important de suppléer. Après, du coup, moi, en fait, ce que je constate dans ma pratique, dans ma patientèle, c'est qu'en fait, il y a aussi une forme de dépendance psychologique à une substance ou à une aide extérieure, tu vois. Et ça, je vais venir déconstruire. L'effet placebo aussi. Alors, parfois, ça peut même marcher, tu vois. Je ne pense pas du tout que les compléments alimentaires soient des effets placebo. Ça, je le pense pas. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la valériane, par exemple, avait des effets prouvés, etc. Donc, ok, aucun problème avec ça. Mais en fait, c'est comme avec même des somnifères ou des benzodiazépines, il va y avoir la substance active et puis le fait de prendre quelque chose qui va m'aider à dormir. Et ça, psychologiquement, c'est énorme parce qu'en fait, les personnes se disent, si je ne prends pas ça, ça ne va pas aller. Tu vois? Malgré d'autres habitudes que je pourrais... Exactement, c'est ça. Donc, ma capacité à dormir ne dépend pas vraiment de moi, ça dépend de la prise ou pas de telle substance. Et en fait, ça, là, moi, en tout cas dans ma pratique, je mets un peu
toutes les substances extérieures sur un même pied d'égalité de ce principe-là, tu vois. Même quelque chose qui n'est absolument pas toxique, néfaste comme les benzos ou les somnifères, tu vois. Et donc, en fait, là, je vais venir déconstruire ça avec la personne. Mais c'est pour ça, je le disais dans le précédent podcast, mais moi, avec ma marque, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de faire ce travail de prise de conscience, d'éducation et de bien-être global, parce que oui, je veux un produit, mais j'ai pas envie que les gens prennent le produit comme la pilule miracle. Tu vois, je dors mal, hop, pilule magique sur ma table de nuit, je la prends, je dors. J'ai vraiment envie que les gens s'éduquent sur leur santé de manière générale. Et tout comme le sommeil tout seul ne suffit pas, tout comme l'alimentation tout seul ne suffit pas, le sport tout seul ne suffit pas. C'est un écosystème global duquel il faut prendre conscience, se responsabiliser, etc., s'informer sur sa santé. Bien sûr. Et après, si jamais ça peut t'aider, tu prends les compléments et tant mieux si ça t'aide. Et le but, c'est, si je crée ça, c'est aussi parce que je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Bien sûr. Et que ça peut être en complément, en supplément d'une bonne hygiène, de modification de routine, de faire 1% de plus chaque jour pour essayer de s'améliorer dans son quotidien. Mais c'est vrai que j'ai pas envie que ce soit vu comme la pilule magique. Et c'est pour ça aussi que je fais plein de podcasts avec des experts comme toi pour je pense que éduquer. Ça changera tout à ta marque, en fait. Non, mais c'est vrai, si tout le monde pensait comme ça, le monde se porterait bien mieux. C'est clair. Écoute, on va terminer sur ça. Est-ce que tu peux reparler rapidement de ton accompagnement, ton petit instant pub, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ma zone de confort, c'est donc Instagram, sur le compte Instagram Bien dans mon plumard. Je le mettrai de toute façon. Voilà, j'ai un site internet aussi, www.biendansmonplumard.be, parce que je suis en Belgique. Et donc, en fait, moi, j'accompagne les personnes à retrouver un sommeil de qualité naturellement. Mon accompagnement est très court dans le temps en fait, il dure 3 mois, qu'on dort mal depuis 6 mois, 5 ans, 15 ans, c'est tout à fait possible de remettre en place des bonnes habitudes rapidement sur 3 mois. Et donc là où l'accompagnement prend tout son sens. Et donc on travaille sur la physiologie du sommeil, parce qu'on oublie beaucoup qu'il y a un aspect vraiment physiologique au sommeil, sur l'aspect évidemment émotionnel, psychologique, croyances, etc., peur, crainte, et sur la forme la journée, parce que si on passe de bonnes nuits, c'est quand même pour passer de belles journées. C'est aussi le but. Clairement. En tout cas, merci beaucoup Clémence d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis de notre côté, on se retrouve pour un prochain épisode.